sarrasin, maïs, riz, quinoa, pommes de terre, châtaigne, millet, avoine, teff, pois chiches, petit épeautre, lentilles, tapioca, amaranth, lupin, coco. Qu'est-ce que cela vous évoque? La cuisine, certes, mais pas n'importe quelle cuisine. Aujourd'hui, avec Victoria Chenot, nous cuisinons sans gluten. Bonjour Victoria. Bonjour Laure. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. On a eu du mal à trouver un créneau parce que vous êtes très occupée. Oui. Alors, vous êtes très occupée parce que vous êtes diététicienne, sociologue de l'alimentation, cuisinière, photographe culinaire, c'est ça? Oui, un petit peu tout ça. Donc on comprend que vous ayez un emploi du temps assez chargé, donc j'apprécie d'autant plus que vous ayez pu venir. Alors si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pas pour parler de tout ça parce qu'on n'aura pas le temps. Je voulais qu'on cible sur votre blog et sur donc votre spécialité du moment en tout cas, qui est la cuisine sans gluten. Alors, ma première question de base, moi je connais la réponse, mais je pense que plein de gens ne connaissent pas. Ça veut dire, c'est quoi le gluten? Ça veut dire quoi la cuisine sans gluten? Le gluten, en fait, c'est une protéine que l'on retrouve dans certaines céréales, notamment le blé, une céréale qu'on consomme beaucoup en France, mais dans quelques autres céréales également, comme le seigle ou l'orge, pour les plus connus. Et l'alimentation sans gluten vise donc à éliminer les aliments qui vont contenir cette protéine, qui peut empoisonner l'existence de certaines personnes. Et alors justement, qui mange sans gluten? Pourquoi ça empoisonne l'existence? Empoisonne peut-être au sens propre du terme? Oui, pratiquement. Alors, qui mange sans gluten? Ça, c'est une vaste question parce qu'il y a différents profils. Il y a des personnes qui sont intolérants au gluten, qui ont ce qu'on appelle également la maladie cœliaque. En fait, là, c'est une maladie où il y a une réaction inflammatoire qui se fait au niveau de l'intestin. Ça provoque souvent des douleurs à la digestion, mais pas toujours, parce qu'il y a certaines maladies cœliaques qui sont plutôt silencieuses et qui passent comme ça discrètement. Mais voilà, le plus grave dans cette maladie, c'est que ça va vraiment endommager les parois internes de l'intestin. Ça va les rendre lisses. Et si vous voulez, ça va empêcher l'absorption intestinale de se faire correctement, donc ça va engendrer des carences alimentaires. Mais on peut être intolérant au gluten sans avoir la maladie cœliaque? Non, c'est la même chose. L'intolérance au gluten, il y a eu très longtemps des mélanges de vocabulaire, tout le monde n'utilisait pas la même expression. D'accord. Alors aujourd'hui, voilà, faut qu'on se mette d'accord, la maladie cœliaque égale l'intolérance au gluten. D'accord. Mais les gens qui ont mal au ventre, etc., à cause du gluten, mais qui n'ont pas la maladie cœliaque, ça existe quand même? Oui, et aujourd'hui, on va dire, les scientifiques se sont mis d'accord pour appeler ça l'hypersensibilité au gluten ou la sensibilité non cœliaque au gluten. Donc ça, c'est le profil de mangeur sans gluten numéro 2. Comme vous le dites, c'est des personnes qui n'ont pas cette atteinte intestinale avec destruction de la paroi de l'intestin grêle, mais qui tout de même souffrent lorsqu'ils mangent régulièrement du gluten. Et alors, comment ça se fait? Parce que quand même, on mange du gluten depuis le néolithique, ou je sais pas, depuis 10 000 ans. Pourquoi tout d'un coup on se met à être intolérant au gluten? C'est bizarre quand même. C'est plusieurs facteurs mélangés qui font qu'aujourd'hui on en parle beaucoup. Alors cette maladie existe depuis très longtemps, sauf qu'on n'avait pas forcément mis un nom dessus. Et en tout cas, on l'a diagnostiqué très mal. Et est-ce que ça peut être lié aussi au fait que le blé a été traficoté, que c'est plus le même blé que ce qu'on mangeait avant? Oui, voilà. Ça peut avoir un lien? Ça va être un second facteur. Il y a eu beaucoup de sélections au niveau des variétés céréalières, notamment le blé et le maïs. Et le blé a beaucoup évolué, son génome a évolué. Ce qui fait qu'en fait, la plante, le blé moderne que l'on mange aujourd'hui, n'a plus grand-chose à voir avec le blé ancien, le blé d'origine. Et c'est comme s'il y avait des organismes, les organismes de certaines personnes qui ne comprenaient plus que c'était un vrai aliment, comme si c'était quelque chose d'étranger qui faisait du mal. Ouais. Et est-ce que, parce qu'on en parlait avant l'émission, il y a un peu une mode au sans gluten. Il y a des gens qui mangent sans gluten alors qu'ils n'ont absolument pas mal au ventre, etc. Est-ce que le fait de manger sans gluten, si on n'a pas d'intolérance, si on n'a pas d'hypersensibilité, est-ce que ça a un intérêt ou pas? Pas plus que ça. En général, quand on se lance dans l'univers du sans gluten, on redécouvre
la diversité alimentaire. Donc je dirais que ça peut être un point positif parce que arrêter de manger du blé à tous les repas et parfois plusieurs aliments au cours d'un même repas. Ça permet de manger autre chose. Ça permet de manger autre chose et d'augmenter la variété des aliments consommés. Donc en soi, c'est un plus. Après, au niveau santé, sinon, c'est pas... Voilà. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça peut paraître un peu compliqué. Parce que c'est vrai que dans les magasins, on trouve des pâtes au blé. On mange quand même beaucoup de blé. Comment on fait pour s'y mettre à la cuisine sans gluten? Est-ce que c'est si compliqué que ça? Le plus compliqué, à mon sens, c'est de perdre certaines habitudes. Donc les fameuses pâtes à la bolognaise ou à la carbonara, le pain classique, les biscuits, voilà. Il va falloir tirer un trait sur ce genre de produit quand même. Alors, oui et non, parce qu'on peut manger des pâtes à la bolognaise avec des pâtes sans gluten. Oui, tout à fait. Qui sont quand même de meilleur en meilleur, je dirais. Oui, la qualité s'améliore d'année en année, c'est vrai. On peut aujourd'hui trouver beaucoup de produits de substitution qui vont être fabriqués à partir d'autres céréales, naturellement sans gluten. Ça oblige peut-être à cuisiner plus aussi chez soi. Oui. Si on ne veut pas acheter ces produits tout près du commerce, c'est sûr qu'il va falloir se mettre davantage au fourneau. En achetant des aliments bruts, beaucoup plus simples, de la viande, des légumes, des poissons, voilà. Des farines sans gluten, pour refaire à la maison les petits cookies qu'on aime bien, sa pâte à crêpes. On peut faire. Je ne dis pas qu'on va y arriver du premier coup. Il peut y avoir quelques échecs culinaires, mais ça s'apprend. Alors, ça s'apprend, et puis surtout, on peut être aidé. Par exemple, par votre blog, puisque vous, c'est pour ça que je vous ai fait venir, vous êtes blogueuse et vous avez créé donc Je cuisine sans gluten, où vous donnez plein de trucs et astuces, de recettes. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous a mené à faire ce blog ? J'ai longtemps travaillé dans la restauration plutôt axée sur des recettes végétariennes. Et c'est des suggestions qui ont été émises par certains clients. Est-ce que ce serait possible de faire des desserts sans lait ou autre? Et donc, j'en suis venue comme ça à ces régimes sans œufs, sans lait, sans gluten. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens que ça intéressait. Et pour moi, qui aime les challenges, c'était assez intéressant. Voilà. Et petit à petit... vu que j'y prenais goût, en fait, je me suis lancée là-dedans, dans le blog, dans un livre de cuisine aussi. Oui, c'est ça. Vous avez écrit un livre, on peut en parler, on a bien le droit. Donc c'est Je cuisine sans lait et sans gluten, hein, voilà, c'est ça dans l'autre sens. Je cuisine sans gluten et sans lait, mais c'est ça. Souvent... quand on a une intolérance au gluten, souvent c'est couplé avec une intolérance au lait. C'est pour ça que j'associe les deux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ok. Et est-ce que vous-même, vous mangez sans gluten ? Régulièrement, du fait de toutes les recettes que je teste à la maison, mais je n'ai pas d'intolérance en soi, donc voilà, j'en mange de temps en temps. Ouais. Donc vous inventez vos propres recettes, hein. C'est vous qui les testez, les recettes? Oui, après je dirais qu'en cuisine, il n'y a pas de vraie invention, on va toujours s'inspirer de quelque chose. Souvent, je pars d'une recette que j'aime bien, d'une recette classique avec gluten, et j'essaye de la décliner en sans gluten. Ce qui n'est pas toujours facile pour trouver la bonne texture, quelque chose qui ressemble. Avec le pain, typiquement, c'est pas facile. Est-ce que vous proposez des ateliers pour des gens qui ont envie de s'initier à la cuisine sans gluten? J'en ai fait beaucoup dans la région, mais là, j'ai un petit peu moins de demandes. Vous en faites moins? Oui. D'accord, vous n'avez plus le temps. Oui, c'est aussi un peu ça. Alors, je ne sais pas si vous méditez. Moi, j'avais vu une émission de Christophe André où il expliquait qu'on pouvait méditer en cuisinant. Mais nous, à TV Vendée, nous méditons avec Guillaume Cac. Je vous invite, durant cette méditation, à suivre votre souffle. Donc, pour commencer cette pratique, nous pouvons nous redresser sur le siège sur lequel nous sommes assis, et que ce soit un fauteuil, une chaise, le dos droit sans être contracté, les épaules relâchées. Et je vous invite à fermer les yeux, tranquillement. Et puis, du mieux que vous pouvez, à prendre contact, à essayer de ressentir les sensations liées à votre posture, là, ici, maintenant, assis sur votre fauteuil, votre chaise, tranquillement. Il s'agit simplement d'être dans le ressenti des sensations.
sans chercher à en ressentir certaines de particulières. Juste être au contact de ces sensations qui vont et qui viennent dans le corps, peut-être dans vos pieds, peut-être dans votre dos, peut-être sentir les sensations des vêtements sur la peau ou toute autre sensation. Puis je vous invite maintenant à contacter votre souffle, à essayer de ressentir les sensations du souffle à l'intérieur du corps. Suivre le souffle, que ce soit au niveau de votre poitrine, de votre nez, de votre bouche ou de votre ventre. Tranquillement, suivre l'inspiration, puis l'expiration. Laissez le souffle aller et venir dans le corps, tranquillement. Et s'il y a des pensées qui surgissent, vous pouvez les noter et ramener votre attention au souffle, à la respiration. Inspiration, puis expiration. Le souffle que vous avez toujours avec vous. Et puis tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux, revenir dans l'environnement dans lequel vous êtes et reprendre le cours de votre vie. Merci Guillaume. Alors pendant la méditation, on n'a pas été sage, on n'a pas médité et on a parlé de quelque chose de très important, enfin de deux choses très importantes. D'une part, je demandais à Victoria comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est hypersensible au gluten ou à d'autres aliments d'ailleurs. Donc il y a une prise de sang, mais vous disiez qu'elle est un peu controversée. C'est pas... Oui, en fait, il n'y a pas d'outil diagnostique qui fait l'unanimité aujourd'hui dans la communauté scientifique. Et il y a des tests fiable pour tester la maladie cœliaque. Donc on peut déjà commencer par ça, pour voir si on est cœliaque ou pas, parce que je vous disais qu'il y a des maladies cœliaques un peu silencieuses, qui sont un peu sournoises. Donc c'est bien d'éliminer au moins ce diagnostic. Et après, éventuellement, si on veut, on peut faire une prise de sang pour détecter d'autres sensibilités alimentaires. Donc il y a quelques laboratoires en France et à l'étranger qui le font. Mais là, c'est un petit peu controversé. Moi, je peux témoigner parce que je l'ai fait. C'est quand même, ça change la vie quand même, de connaître les aliments pour lesquels on est hypersensible. Oui, ça peut vraiment rendre service tout de même. Oui. Voilà. Et puis vous disiez, je le dis en 10 secondes, qu'il y a aussi le gluten, c'est un ajout alimentaire, c'est une sorte d'additif alimentaire qu'on trouve dans beaucoup de produits industriels transformés, et ce qui fait que ça provoque des hypersensibilités aussi. Ben, en fait, on en mange de plus en plus. Oui, voilà. Quand on mange beaucoup de nourriture industrielle, on va en manger beaucoup. Moralité, ne pas manger de nourriture industrielle transformée trop. Pas trop, ouais. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Victoria. C'était vraiment intéressant. Et puis, nous, on se retrouve lundi prochain. Je vous souhaite une très bonne après-midi.